On va enchaîner sur le premier symposium de là-haut qui s'intéresse aux spondylolisthésis par Lise, avec comme modérateur M. Assaker et Baptiste Magrino et Bertrand de Bonneau qui vont s'affronter dans cette joute. Si vous voulez vous prendre place, M. Assaker. Donc, merci à la JCR de nous avoir invités pour cette journée. Donc le spondylolisthésis par Lise, c'est une pathologie que vous connaissez, qu'on prend en charge fréquemment dans notre expérience. Alors moi, on m'a demandé de présenter la technique qu'on utilise donc, là où je travaille, donc à la clinique Ambroise Paré à Neuilly, la technique du double temps, donc voie antérieure, voie postérieure. Alors, parce que vous êtes jeune, moi aussi, j'ai fait quand même quelques rappels. Je rappelle que le spondylolisthésis, c'est une pathologie de croissance, c'est pas congénital, on n'est pas avec un spondylolisthésis par Lise. C'est quand même quelque chose qui est assez fréquent parce que c'est 6% dans la population générale. Après, il y a des tonnes de gens qui ne savent pas qu'ils ont ça. Il y a des facteurs bien sûr ethniques, hein, les Esquimaux, on ressort toujours ça, mais je crois que la prévalence chez les Esquimaux, elle est de plusieurs dizaines de pourcents, 30-40%. Donc voilà. Des facteurs génétiques parce qu'il y a des formes un peu familiales. La physiopathologie de cette maladie est mal connue. Il y a des formes dysplasiques sur les sacrums, sur les arcs postérieurs. Et puis, quelque chose qui est un peu admis, c'est que ça ressemble en fait à une fracture de fatigue, des contraintes répétées sur les isthmes qui entraînerait donc cette rupture isthmique et qui aboutit au glissement vertébral. Alors il y a des facteurs favorisants, les sports en hyperextension, justement dans le cadre de cette fracture un peu de fatigue, hein, c'est très fréquent chez les gymnastes, les plongeurs quand ils sont dans l'enfance, dans l'adolescence, et les médecins du sport qui travaillent à l'INSEP, ils ont beaucoup de jeunes qui ont des spondylolisthésis par Lise. Et puis il y a aussi des facteurs favorisants personnels, l'incidence pelvienne qui peut jouer effectivement sur l'apparition de cette pathologie. Donc le glissement, il est classé en 5 stades hein, en fonction du glissement par rapport au plateau sacré. L'étage L5 et 5 est très largement prédominant, plus de 95% des cas, mais on peut avoir des listes de L4, on peut avoir des listes de L3. J'ai vu hier en consultation un patient qui avait une liste de L3, donc ça arrive. Alors le traitement, il est très varié. Hein. Comme c'est une pathologie qui peut apparaître dans l'enfance, il y a des traitements chez l'enfant et je crois qu'on va en parler après. Donc bien sûr, ça ne m'appartient pas. Évidemment que la majorité des gens sont traités médicalement, de la kiné, des antalgiques, des infiltrations. Et il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas opérées de leur lyse isthmique. Hein, d'accord ? C'est un traitement médical avant tout. La reconstruction isthmique, c'est quelque chose qui est possible. Alors pour être honnête, moi j'en ai jamais vu, d'accord, mais ça se fait. Après les indications sont assez limitées parce qu'il faut avoir un glissement grade 0 ou 1, c'est-à-dire quasiment une absence de glissement, un disque L5S1 sain parce que bien entendu si on répare un isthme qui a un glissement, l'instabilité va continuer. Si on répare un isthme et que le disque est dégénératif, les gens vont continuer à avoir mal. Donc c'est des indications assez limitées, mais je crois qu'il y a quand même peut-être une place pour ça. Après, il faut trouver le patient qui a mal, malgré une absence de glissement et avec un disque sain. Donc ça ne doit pas être facile à identifier quand même. Donc les techniques chirurgicales, bien sûr, il y en a des tonnes. Moi, on m'a demandé de présenter celle-là, d'accord, voie antérieure plus postérieure. Il y a des voies postérieures pures, il y a des voies postérieures sans instrumentation, il y a des voies postérieures mini-invasives, donc voilà, et il y a des voies antérieures pures aussi, d'accord. Donc les traitements, il n'y a pas de consensus, d'accord. C'est compliqué d'identifier une technique qui fait l'unanimité. Alors, il n'y a pas de consensus, mais les objectifs de la chirurgie, chez tous les praticiens, c'est les mêmes. Bien entendu, obtenir une fusion du segment opéré, parce que ce qu'on veut, c'est traiter l'instabilité, et donc on veut que ce segment soit arthrodésé. On veut obtenir une décompression radiculaire foraminale parce qu'il n'y a pas de sténose centrale dans le spondylolisthésis. Alors encore une fois, peut-être dans les très hauts grades, c'est un peu différent, mais voilà, la compression, elle est souvent dans le foramen. Et on veut corriger les paramètres d'équilibre sagittaux, donc la syphose lombosacrée, la lordose du segment opéré, la lordose globale. Donc ça, je dirais, quand on part sur une chirurgie de spondylolisthésis par Lise, c'est a priori les objectifs qu'on va se fixer.
Alors nous, on utilise pour ce faire la technique du double temps. On commence par une voie antérieure qui nous permet d'accéder à la partie antérieure du rachis. On fait une dissectomie complète. Ça nous permet donc de redonner de l'espace, la hauteur, la lordose du disque. On met une cage intersomatique, bien sûr, et on utilise une greffe iliaque ou BMP. Vous verrez que nous, on utilise plutôt la greffe iliaque, mais plutôt pour des problèmes de remboursement. Et puis, dans la même journée, dans le même temps opératoire, on retourne le patient et on réalise une instrumentation postérieure, soit percutanée, soit par voie open. On ne fait pas de décompression. Bien entendu, si le patient il a une hernie foraminale associée, évidemment qu'on va aller retirer la hernie foraminale. Mais là, on parle voilà, du cas standard avec une sténose foraminale plutôt liée au glissement et au pincement du disque. Donc, on ne fait pas de décompression. Donc, on a fait une série à Ambroise Paré. Je remercie Marc Califé, c'est lui qui a fait tout le travail. Hein, je présente son boulot, donc j'ai pas eu beaucoup à faire pour le topo. Donc, on avait inclus donc, tous les patients opérés d'un spondyloparlyse à la clinique entre 2015 et 2017, traités par la technique que je viens de vous décrire, qui avaient un suivi minimum de 1 an. On avait exclu les gens qui avaient moins de 18 ans et ceux qui avaient déjà été opérés à l'étage du spondylolisthésis. On a analysé donc, sur 3 temps, pré-op, post-op à 1 mois et post-op à 1 an, les critères classiques démographiques, les critères cliniques avec un ODI et puis le VA lombaire et radiculaire, des critères chirurgicaux, quel type de cas, s'il y avait eu des complications. Et ensuite, on a analysé des critères radiographiques. Donc, pour le spondylo, le niveau, le grade, la lordose à l'étage index, la lordose à l'étage adjacent, la lordose globale L4 sacrum, l'angle lombosacré. Alors, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est l'angle qui est entre la partie postérieure du sacrum et le plateau supérieur de L5. C'est un paramètre très important dans le spondyloparlyse. Et puis ensuite, on a analysé le scanner, fusion oui ou non, la surface foraminale et le diamètre foraminal dans les deux plans, crânio-caudal et antéro-postérieur. Donc les résultats, donc cliniquement, bon, on avait 87 patients. Vous verrez qu'à chaque fois, on a marqué, on n'a pas eu les résultats pour tous, hein, mais donc c'est une population homogène, 48 ans, un IMC qui finalement n'est pas si élevé que ça. Donc ça, c'est les résultats post-op que je vous présente. Malheureusement, sur la clinique, on n'avait pas les scores pré-op pour assez de patients pour vous les présenter. Alors, ce sera critiquable, mais c'est pas, encore une fois, le but, c'est pas de vous montrer une étude parfaite, c'est de discuter après de la technique, d'accord ? Donc, pour le VA lombaire, on a une médiane qui est à 2, d'accord, avec un minimum à 0, un minimum à 7. Et quand on regarde, alors comment ça marche ? Il faut appuyer. Je ne sais pas comment on fait, c'est ça là. Donc quand on regarde ce diagramme, on voit que les 2 tiers des patients ont une VA lombaire qui est inférieure à 2. D'accord ? Pour le VA radiculaire, on a une médiane qui est à 0 parce que la très grande majorité des cas, des patients n'avaient pas de radiculalgie en post-opératoire. Néanmoins, vous voyez qu'il y a un écart type avec un patient qui avait 9 de VA radiculaire. Bien sûr, le minimum, c'était 0. Mais la médiane, elle est 0. C'est-à-dire qu'il y a plus de la moitié des patients qui ont une VA radiculaire à 0. L'ODI, je ne vous en parle pas parce qu'en fait, il n'est pas interprétable. Sachant que je ne vous donne pas d'ODI pré-op, c'est difficile d'interpréter un ODI post-op. D'accord ? Donc, on l'oublie. Ensuite, hop. Donc les données chirurgicales, donc on avait 96% de crête iliaque, 4% de BMP. Honnêtement, on aurait bien voulu continuer à mettre du BMP, mais pour nous, c'est pas possible. Donc on prélève des crêtes. Les cages, c'est des classiques. Alors on a dans l'étude 2 types de cages. Je pense les cages ROAG, vous voyez, avec les ailettes, et on a des cages plaques de chez Clariance, d'accord. Hauteur 12, 14, 16, lordose 10 à 18. Bon, ça c'est juste pour vous dire ce qu'on a fait, mais c'est comme tout le monde, il n'y a pas de souci. On avait quand même 6 arthrodèses à double niveau. Et donc le taux de fusion par scanner était de 96%. D'accord ? Vous allez voir après, on a 2 pseudarthroses. Alors parfait. Encore une fois, notre résultat il va être critiquable parce que c'est 2 pseudarthroses qui ont été rapportées, sachant qu'il y a des dossiers où il y avait juste marqué dans le dossier 1 an scanner consolidé, mais où le scanner n'a pas été revu par Marc lors de l'étude. D'accord ? Donc ça, c'est assez critiquable, mais encore une fois, c'est pas le sujet. Ensuite, donc l'analyse radiologique, là, c'est vraiment intéressant.
Donc, tous les critères de lordose, d'angle lombosacré ont été améliorés. Donc, on voit que la lordose du segment orthodésé a augmenté de manière significative, hein, en passant de 6 à environ 18. La lordose du segment adjacent, c'est le seul qui n'a pas une valeur qui est significativement différente ici, mais on a quand même une diminution de la lordose du segment adjacent dans la majorité des cas de 13 à 10, donc ce qui signifie qu'en augmentant la lordose du segment, encore une fois, je dis L5S1 parce que c'est le plus fréquent, la lordose du segment adjacent diminue. La lordose globale L4 sacrum augmentait en passant de 37 à 45. L'angle lombosacré augmentait en moyenne de 11 degrés. On avait une diminution de la version pelvienne et une augmentation de la pente sacrée, ce qui signifie que les mécanismes de compensation du déséquilibre s'amélioraient en post-opératoire. Et à chaque fois, ces valeurs étaient significatives, sauf encore une fois pour la diminution de la lordose du segment adjacent. Ensuite, on a étudié donc, la surface foraminale, puisque l'objectif, encore une fois, c'était sans décompression de libérer les racines dans le foramen. Et encore une fois, on a eu de très bons résultats, puisque tous les paramètres que je vous ai énumérés tout à l'heure, sauf le diamètre antéro-postérieur du côté droit, ont été augmentés de manière significative. Que ce soit la surface foraminale gauche, la surface foraminale droite, le diamètre antéro-postérieur gauche, donc pas le droit, je vous ai dit, et le diamètre foraminal gauche crânio-caudal et droit. D'accord ? Donc une augmentation significative dans tous les cas. Et puis, on a ensuite étudié par groupe d'angles lombosacrés. L'angle lombosacré inférieur à 90, ça c'est dans le glissement de haut grade avec une importante kyphose lombosacrée. On avait 7 patients. Et les gens qui avaient un angle lombosacré à 59. Et on voit encore une fois que la correction, évidemment, était bien plus importante chez les patients qui avaient un angle lombosacré préopératoire inférieur à 90, avec des valeurs quand même assez importantes, puisqu'on avait une correction de 20 degrés de la lordose index à l'étage quand on avait une kyphose lombosacrée à moins de 90 degrés. Et une correction également importante justement de cet angle lombosacré qui était augmenté quand même de 21 degrés chez les patients qui avaient un angle lombosacré inférieur à 90 degrés en préopératoire. Pour les complications, donc, on a eu une infection du site opératoire sur la voie postérieure. Je vous ai parlé donc, des 2 pseudarthroses à 1 an. Encore une fois, peut-être qu'il y en a plus, parce que peut-être que quand on regarde nos scanners et qu'on dit c'est consolidé, si je vous montrais tous les scanners, vous me direz non, c'est pas consolidé. Mais en tout cas, on a eu 2 pseudarthroses, 0 reprise pour pseudarthrose, un hématome rétropéritonéal qui a nécessité donc, une reprise chirurgicale, une plaie veine iliaque qui a été suturée en pérope, qui n'a pas eu de conséquences, et une éventration. Donc j'ai séparé, vous avez vu, parce que ça, c'est les complications, finalement, les 3 dernières qui sont liées à la voie, spécifiquement à la voie antérieure. D'accord ? Donc, si on reprend les termes que j'ai employés au début, donc on n'a pas de consensus, mais des objectifs communs. Donc les objectifs que j'avais énumérés, c'était la fusion. Donc dans notre série, on a 96,4% de fusion. Une décompression radiculaire foraminale sans libération. Donc, je vous ai dit, la médiane de l'EVA radiculaire, elle est à 0. Et on a 63 patients sur 72 qui avaient une EVA radiculaire à 0 à 1 an. Et puis, une correction des paramètres sagittaux, et en particulier de la kyphose lombosacrée. Donc ça, je vous ai montré les résultats. Donc la lordose index en moyenne 12 degrés, l'angle lombosacré en moyenne 11 degrés. Et bien entendu, plus on partait de valeurs extrêmes, plus on avait une correction importante. Alors pourquoi on n'utiliserait pas cette technique? Quel est le reproche principal qu'on va faire à notre technique? C'est d'être une technique peut-être un peu agressive, risquée, voie antérieure, voie postérieure. La voie antérieure, il y a les vaisseaux, c'est pas évident. Mais si on reprend les complications que je vous ai dit tout à l'heure, sur 88 patients, bon, une plaie veine iliaque suturée non compliquée, je pourrais ne même pas en parler parce que c'est comme, voilà, il y a eu un saignement, on a fait un point de suture, le patient n'a pas eu de conséquences, c'était en pérope, c'était pas, voilà, il n'y a pas eu de problème. L'hématome rétropéritonéal, bien sûr, l'éventration. Donc sur 88 patients, on a eu 2 complications de voie antérieure qui ont nécessité une reprise chirurgicale. C'est les 2 seules. Finalement, la voie antérieure dans le spondylolisthésis, je ne dirais pas qu'elle est facile, loin de là, mais on sait que c'est L5S1 dans plus de 95% des cas. L5S1, c'est souvent une anatomie favorable, d'autant plus dans le spondyloparlyse parce que c'est des gens qui ont des grandes incidences. Le glissement, en fait, finalement, les vaisseaux, ils nous gênent quasiment pas pour cet abord.
On commence par le temps antérieur parce que quand on met les gens en décubitus dorsal, et je vais vous montrer tout à l'heure des images intéressantes, ça facilite la réduction du glissement et ça ouvre l'espace L5-S1. Par définition, vous avez un glissement, si on vous met sur le dos, le glissement il a tendance à se réduire, votre disque L5-S1, votre espace s'ouvre, alors que sur le ventre, votre vertèbre L5, pardon, elle va avoir tendance à glisser vers l'avant par rapport au sacrum. La voie postérieure, on ne fait pas de libération, on n'a pas de risque de brèche. Et puis, alors, on peut faire un vissage percutané, open, ça on fait différemment un peu dans le service, mais en tout cas, on peut faire un vissage percutané. C'est une chirurgie qui, honnêtement, ne prend pas énormément de temps. Les voies antérieures, ça nous prend 1 heure, 1 heure et demie. On a la chance, nous, d'avoir un chirurgien vasculaire. On ne l'utilise pas tous, mais qui nous sécurise l'abord. Et puis, mettre 4 vis en postérieur, par voie percutanée ou par voie open, c'est quelque chose qui ne prend pas très longtemps. Donc, les patients sont très bien. Ils sont levés le jour même, le soir de l'opération, ils sont mis debout et ils sortent à J3 environ de la clinique. Alors, que dit la littérature ? Quand on tape spondylolisthésis par Lise sur PubMed, on a 680 références, je crois. Quand on sélectionne les papiers qui sont randomisés, double aveugle, on tombe à 23. Et puis finalement, quand on regarde ceux qui concernent le traitement, la prise en charge chirurgicale, il n'y en a pas beaucoup et ils concluent tous par il faut faire une étude de plus grande ampleur pour avoir le résultat. Je ne vais pas critiquer, vous avez vu ce que je viens de vous montrer, c'est hyper reprochable, donc voilà. Mais en tout cas, pour vraiment affirmer qu'une technique est meilleure que l'autre, c'est vraiment compliqué et la littérature nous aide pas trop. J'ai quand même sélectionné deux papiers, un qui est intéressant parce que en fait, il dit que pour les techniques de fusion, utiliser une fusion postérieure sans instrumentation donne les mêmes résultats qu'une fusion avec des vis, qu'une fusion avec un temps antérieur, qu'une fusion avec une cage. Donc ça, pour notre débat du jour, c'est pas terrible. Et puis le deuxième papier, il est intéressant, plus pour aller en notre faveur, parce que ces 2 revues systématiques que je vous ai montrées, j'ai pris les 2 revues systématiques, les dernières revues systématiques de la littérature. Il dit, donc parmi les différentes techniques, le TLIF montre le moins de complications, la LIF montre le plus de correction de l'équilibre sagittal et la fusion circonférentielle montre des meilleurs taux de fusion. D'accord ? Donc chaque technique a ses avantages, chaque technique a ses inconvénients. Alors donc nous, on va se dire qu'on a choisi le double temps parce qu'on utilise une ALIF, donc un meilleur équilibre sagittal, et une fusion circonférentielle parce qu'on aura peut-être un meilleur taux de fusion. Mais encore une fois, ce papier, voilà, c'est des revues de la littérature et il ne conclut jamais en disant il faut faire ça. D'accord ? Alors du coup, pourquoi utiliser cette technique ? Bon, on a vu peut-être un taux de fusion plus élevé, peut-être une meilleure correction des paramètres sagittaux, mais ça, c'est nous qui le disons, on est content de notre technique, on va continuer, et je ne pense pas que Bertrand va partir de mon topo en se disant en fait, je ne vais pas faire de mini-TLIF, je vais faire un double temps, parce que Magrino m'a dit que c'était bien. Mais il y a quand même des situations où ça peut nous aider, d'accord ? Et le fait de finalement faire cette technique au quotidien va nous aider dans des cas où là, on a un vrai avantage à faire la technique. Donc, je vais vous parler du spondylolisthésis de haut grade, d'accord ? Donc là, vous avez une image d'un spondylolisthésis grade 4 avec une syphose lombosacrée très, très importante. Et vous allez voir que grâce à la technique du double temps, encore une fois, qu'on utilise au quotidien pour des patients standards, mais qui auraient probablement le même résultat si on leur faisait un mini TLIF ou peut-être même une arthrodèse non instrumentée ou, je ne sais pas, une ALIF seule. Mais dans ces cas-là, je pense qu'on a un bénéfice extrême à faire cette technique. Alors, je vous ai montré plusieurs cas, alors je suis désolé, toutes les radios passeront pas bien, de double temps où on a des bons résultats radiologiques qui, en fait, voilà, alors c'est pas, je ne vais pas vous donner encore une fois les scores cliniques et post-op de ces patients parce que je ne les aurai pas, mais quand on a une bonne fusion, quand on a un bon équilibre sagittal, généralement, les patients vont quand même mieux sur le moyen terme et probablement surtout sur le long terme, d'accord ? Donc, voilà, ici on a un spondylolisthésis de haut grade. À gauche, vous vous dites celui-là je l'opère pour essayer de lui mettre une TLIF. Honnêtement, c'est impossible. Par voie postérieure, la vertèbre L5, il y a de grandes chances qu'on soit obligé de l'abandonner, qu'on ne puisse pas l'instrumenter, qu'on ait du mal à réduire la syphose lombosacrée, qu'on soit obligé de faire un montage peut-être très long, peut-être un L2 sacrum, avec une correction qui sera moindre. Et quand on voit la radio post-op à droite, vous voyez la satisfaction que ça apporte. Et honnêtement, alors c'est Thibaut qui l'a fait, je ne vais pas dire que c'est facile, d'accord ? Mais honnêtement,
une fois le patient installé, une fois le patient relâché, une fois qu'on a réussi à faire son abord, qui n'est pas très compliqué, parce que là, la bifurcation L5S1, elle est 3 mètres au-dessus. Hein. Je vais vous montrer un cas tout à l'heure où on arrive même à faire les 2 disques par la bifurcation, tellement le glissement est important. Et une fois qu'on a fait le temps antérieure, qu'on a mis cette cage. Alors, on a pris 2 niveaux parce que l'instabilité est telle qu'on veut assurer la prise pour ne pas avoir de démontage post-opératoire. Mais là, on a l'impression que le patient, on lui a rendu un dos quasiment normal, quoi. D'accord ? Là, je vous montre un cas emblématique avec les différents temps opératoires. C'est un cas que j'avais fait à Pompidou avec une collègue. Pareil, un glissement grade 4, une syphose lombosacrée majeure. Donc, l'image du milieu, c'est l'image avec le patient juste installé, endormi. Donc on voit déjà la réduction, et c'est plus du tout le même cas à gauche et celui du milieu. On voit une fois qu'on est installé, il suffit de réussir à passer cette petite spatule, là, cette cobe, entre les 2 vertèbres, de retrouver cet espace. On y va progressivement et on rentre la radio. Et puis avec une manœuvre un peu de démonte pneu, on redresse tout simplement la syphose lombosacrée et la vertèbre. Ensuite, alors l'image de gauche passe pas bien, on place un distracteur, on met une cage qui vous paraît très enfoncée, hein, mais à cet endroit-là, faut imaginer que le canal il va sur le bord postérieur du sacrum. Je ne sais plus comment il l'appelle, Jérôme Alain, la no man's zone ou la no man's land, ou je ne sais plus comment. Mais voilà, il n'y a rien, donc cette cage. Et puis, en post-op, donc ici aussi, on a pris 2 étages. Et là, je redis, c'est la cage L4, L5, on l'a mise pourquoi ? Parce qu'on savait que devant, on prendrait, que par derrière, on prendrait L4 sacrum. Et en fait, on était tellement bien avec un glissement tel qu'on a fait L4, L5 dans la bifurcation, en fait, d'accord ? Parce qu'avec le glissement qu'il y avait, on était très très loin. Donc pour dire que les vaisseaux, là, ne gênent pas, d'accord ? Et ça, c'est le scanner, pré-op, post-op. Et encore une fois, quand on voit ces images, j'ai du mal à croire, enfin je ne sais pas ce qu'on ferait par voie postérieure, en faisant une voie postérieure isolée, mais il y a quand même une satisfaction avec une chirurgie qui certes n'est pas légère, mais qui n'a pas eu de conséquences, sans prendre de risques neurologiques, alors peut-être sur la réduction, mais en tout cas on n'est pas allé toucher aux structures neurologiques, et d'avoir cette correction, cette fusion, cette décompression, vraiment sur une technique qui, encore une fois, paraît compliquée, mais quand on la maîtrise pour le spondylo grade 1 ou 2 ou 0 au quotidien, devient beaucoup moins compliquée pour des cas où je pense qu'effectivement elle a un intérêt majeur. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Oui. J'ai 65 diapos. J'ai mis que des images. Alors, on appuie sur la flèche, quoi. Ok, bonjour, merci de l'invitation. Heureux d'être là avec tous les amis. Donc, il faut que je parle des techniques mini-invasives. Juste un petit mot avant de parler des techniques mini-invasives, et je vais tout de suite désamorcer le truc. Je ne fais rien à 100% en mini-invasif. Les spondyloesthésies, première description, c'était un gynécologue, enfin obstétricien belge. Et au départ, c'était pour étudier des morts en couche, hein, avec des dystocies de la tête. Le terme spondyloesthésiste lui-même, j'ai fait ces diapos quand j'étais dans les Cyclades, donc c'est spondylos, c'est vertèbre, et olistos, c'est glissé. Donc forgé encore par un gynéco qui s'appelait Kilian au milieu du 19e siècle. Et Meyerding, qui lui n'était pas un gynéco, mais enfin quand même publié dans un journal où il y a marqué gynécologie obstétrique, on est vraiment poursuivi, hein, donc il a fait la classification que vous connaissez. Je ne vais pas revenir, évidemment cette diapo elle est faite exprès pour ne pas la lire, c'est les guidelines de la NAS, c'est les plus récents, il y a 5 ans, sur les listhésis lithiques. Juste pour attirer votre attention que ces guidelines, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de guidelines, ça veut dire qu'il ne faut pas les utiliser, mais une grande partie des 31 recommandations, vous avez vu, preuves insuffisantes, preuves conflictuelles, impossible de générer une recommandation,
peut-être considérer le rôle de la LIF. Le seul moment où il parle de chirurgie mini-invasive, c'est éventuellement pour justement compléter une ALIF par un montage percute postérieur pour faire un circonférentiel. Là, c'est un grade B, hein, il le suggère. Mais sinon, globalement, on s'appuie quand même, mais ça c'est un classique en littérature dégénérative du rachis, sur une littérature assez pauvre. Bon, alors vous savez qu'on a quand même des opportunités de 360 degrés. C'est vrai que pendant très longtemps, on a pensé postérieur, à part à Créteil, et alors qu'aujourd'hui, on a à notre disposition à la fois des outils, un corpus de littérature et une technologie, et puis un entraînement des chirurgiens qui permettent de tourner tout autour de la colonne vertébrale en 360 degrés. Moi, je vais vous parler du mini-invasif, puisqu'on en parlait. Hein. Vous avez tous entendu, on l'a tous entendu quand on était plus jeune, grande incision, grand chirurgien, grande incision. Et ça avait déjà été évoqué la première fois, on a parlé de chirurgie mini-invasive, c'était au milieu des années 80 dans British Medical Journal. Et c'était une considération générale pour le déplorer qu'on s'y consacre pas plus. Ça, c'est des choses que j'ai entendues. Richard connaît très bien le PU de neurochirurgie qui disait ça. Il y en avait deux, une association lilloise et amiénoise qui disait mini-invasif maxiconnerie, en fait. Mais ça, c'était il y a 20 ans, quand j'étais moi interne. Et maintenant, on a quand même non seulement une pratique qui montre que ce n'est pas vrai, et non seulement une littérature, en particulier ces dernières années, qui montre que non seulement c'est équivalent, mais voire même, dans certains cas, donne quelques meilleurs résultats. Accéder au rachis par voie postérieure, c'est délavrer tous les muscles réacteurs du rachis. Et quand on considère Wildsey, au milieu des années 60, c'était déjà mini-invasif dans l'esprit, même s'il n'utilisait pas encore des écarteurs tubulaires ou des systèmes percutanés, parce que passer d'inciser les muscles, arriver à travers, et sans désinsérer ou couper les muscles sur leur insertion médian, c'était déjà un avantage. La deuxième chose, et on n'en parle pas souvent dans les avantages du mini-invasif, c'est que ce fin de voie de Wildsey, ou positionner son écarteur de façon paramédiane assez large, ça donne une voie d'abord absolument idéale pour mettre en place des vis pédiculaires ou pour aborder le rachis. Et ce n'est pas uniquement pour travailler dans un écarteur inconfortable. Le rationnel du MIS, je vais aller très vite, un avantage biomécanique, lutter contre l'atrophie musculaire liée à la dévascularisation de la voie médiane, limiter les pertes sanguines, donc limiter les infections, limiter la taille des cicatrices, et puis on a quand même maintenant de la littérature qui montre qu'on a quand même moins de douleur, et en post-op immédiat, et même sur le long terme désormais. Ce n'est pas une vue de l'esprit, les lésions musculaires, vous connaissez tous, vous avez vu dans les topos différents sur le MIS, c'est lésions, c'est remaniement musculaire, c'est dégénérescence musculaire, c'est remplacement fibreux ou graisseux, et avec non seulement des images moches à l'IRM, mais aussi des conséquences biomécaniques sur les forces d'extension de la musculature postérieure. Ça a été assez bien étudié, en particulier par des Coréens et des Japonais. Donc, minimally invasive spine surgery, mais surtout, on l'a dit tout à l'heure, avec les mêmes goals. C'est-à-dire qu'il ne faut pas négocier sur les deux objectifs principaux de notre chirurgie, décomprimer et fusionner. Et donc, moi, je ne vais pas faire un topo pour vous dire, enfin, vous avez, j'ai l'impression, une structure avec une réflexion commune. Ce serait complètement fou de dire qu'il faut faire de la chirurgie mini-invasive pour tout le monde, même si certains mettent ça sur leur site internet ou en font leur tête de gondole. Je crois qu'il faut ne pas être l'esclave d'une technique, être le chirurgien d'une chirurgie et adapter le malade à ce qu'on sait faire. Il faut s'adapter soi au malade. Et si on fait de la chirurgie mini-invasive, ok, mais dans ces cas-là, il ne faut absolument pas négocier sur la décompression, sur la mise en place aussi des visées pédiculaires correctes. Et si on ne sait pas le faire, on n'a qu'à faire une bonne chirurgie open. Et il y a plein de patients que j'opère encore en open. Et il y en a plein d'autres que j'opère par voie antérieure, voire même par voie parfois combinée. Donc c'est pas la peine d'être 100% disruptif. Donc toute personne qui utilise le mot disruptif de toute façon est maintenant disqualifiée, c'est un mot insupportable. Et puis il faut juste que le MIS soit une arme supplémentaire pour un chirurgien. Et si tu ne sais pas le faire mais qu'il y a une bonne éducation pour le MIS, tu bosses pas tout seul et tu le passes à ton voisin, à ton collègue, à ton associé. Donc moi j'avais vu ça par un mec qui s'appelle Rosenthal, qui est un gros promoteur de l'OARM et qui disait « Moi je parle jamais de chirurgie mini-invasive, je parle de chirurgie adéquatement invasive » et moi je trouve ça extrêmement intelligent. Je vous rappelle tous que Netter nous a fait rêver quand on était étudiant en médecine. Ça c'était l'illustration d'une hernie discale lombaire pour Netter, donc c'est parfaitement macro-invasif. Et encore une fois je reviens à Wildsey qui a été pour le premier a eu l'idée de respecter les muscles. Ça j'avoue que quand on a commencé à apprivoiser les écarteurs mini-invasifs, à réfléchir, en tout cas si on fait de la chirurgie par voie postérieure, c'est des choses qu'on est parfois obligé de faire, mais on ne supporte plus si on fait un mono ou un biétage. Voilà, l'idée c'est de faire la même chose, d'accéder de la même façon, sans léser les muscles. On s'en fout de la peau. Les malades ils demandent vous mettez combien d'agrafes? On s'en fout des agrafes, c'est pas la peau qui compte, c'est ce qu'il y a en dessous, c'est les muscles.
Mais c'est ça qui est important dans la chirurgie mini-invasive, c'est pas de faire une toute petite cicatrice, c'est de ne pas abîmer les muscles en dessous. Et une fois que vous vous êtes habitué à travailler dans des écarteurs tubulaires, une fois qu'on a fait un abord typique de TELIF, il y a la racine passante, la racine sortante, et puis là où on va mettre la cage, c'est exactement pareil que quand on a un gros écarteur. Bon, alors après, on fait exactement ce qu'on veut. On peut faire 2 abords mini-open, ça c'est plutôt la technique de Jean-François Lepeintre qui a eu un mariage en urgence et que je remplacerai tout à l'heure. Mais sinon, vous faites un mini-open d'un côté, percutané de l'autre. Enfin bref, vous vous adaptez. Voilà. Et donc, vous suivez les évolutions qui vont vers de moins en... Si vous faites de la chirurgie postérieure, des abords de Wildsey, on est passé à la TELIF. La TELIF, déjà, c'est mini-invasif. Même une bonne grosse TELIF open avec des écarteurs qui ratissent les muscles. On passe que par un côté. Certes, on sacrifie l'articulaire, mais on épargne la racine. On n'est pas obligé de tirer sur le fourreau du oral. On met qu'une seule cage. Enfin, c'est déjà mini-invasif, la TELIF. Alors, en plus, si vous la faites en mini-invasif sans agresser l'autre côté, c'est encore plus mini-invasif. Et si vous la naviguez, c'est mini-invasif pour vous aussi, parce que vous vous irradiez pas. Parce que, je ne sais pas, tout à l'heure, tu parlais que de navigation sans irradiation. Moi, j'ai un coup de arme. C'est irradie le patient un tiers de scanner. Et moi, je m'irradie 0, puisque je ne suis pas là quand on fait le arm. Juste pour vous montrer sur les LIS, j'avais fait une étude auprès de 4 groupes de chirurgiens de 4 pays différents il y a quelques années. Je leur avais envoyé 5 cas de ma consultation parce que ça me désespérait de voir autant de variabilité chez nous. Et ça, c'était une ISISMIC chez un magasinier. J'avais proposé plusieurs options thérapeutiques. Et juste pour vous montrer, de voir qu'il y avait des variabilités on avait utilisé l'index de variation qualitative que m'avait susurré Guillaume Longeon, et on avait montré des variabilités assez importantes, mais pas tellement pour le spondylolisthesis lytique du sujet jeune. Vous voyez que les Allemands, eux, ils avaient 100% de gars AR, Deutsche Qualität, 100% ont l'arthrodèse, on fait une TELIF. Les Français, un peu plus de voix d'abord, on avait montré des tendances un peu par pays, un petit peu différentes. Les Allemands, 100% de voix postérieure, il y avait quand même presque 20% de Français qui suggéraient qu'on pouvait faire des voies circonférentielles. Pareil, j'avais fait une ISISMIC très peu déplacée chez cette jeune femme, toujours un choix possible de procédure. Et alors là, par contre, c'était beaucoup plus ventilé les possibilités avec une spécificité française, c'est que 37% des gars avaient proposé un abort par voie antérieure, alors que dans certains pays, pas du tout. C'était assez intéressant de voir qu'il y avait des variabilités non seulement en intergroupe, mais aussi continentales. On a fait un papier dans Spine, si ça vous intéresse, vous le trouvez facilement. Si on se penche sur la littérature, il y a eu un papier qui est paru cette semaine sur les décompressions versus décompression et instrumentation sur le traitement des lysismiques. Eh bien, effectivement, il semble quand même y avoir des meilleurs résultats lorsqu'on instrumente et qu'on ne va pas se libérer sur une décompression. De toute façon, ce n'était pas notre style aujourd'hui. De la même façon, très peu de littérature bien faite et de haut niveau sur les TELIF mini-invasives. Une méta-analyse il y a quelques années dans World Neurosurgery qui semble quand même mettre en évidence les éléments classiques de la chirurgie mini-invasive. Une hospitalisation plus courte, moins de segments, meilleur contrôle douloureux et résultats tardifs équivalents ou même dans certains papiers récents un peu supérieurs. Et puis voilà. Mais encore une fois, ça ne s'adapte pas à tous les cas. Donc bon, je vais très très vite. Vous connaissez tous ces types d'écarteurs tubulaires. Il y en a plein de possibles qui, soit on les met par voie de Wildsey, soit on les met par voie transmusculaire. On travaille dans un univers parfois fort inconfortable, mais la MIS-TELIF, c'est vraiment l'archétype de la procédure mini-invasive. On va faire l'arthrectomie, on va identifier la racine passante et la racine sortante. Je vous ai mis le dessin et la réalité. Et dans ce triangle, qui généralement, même avec un spondylolisthesis qui n'est pas toujours facile à identifier, eh bien, on va faire la voie d'abord sur le disque si on veut travailler dans le disque et mettre en place la cage. Il y a une procédure intradiscale classique, après ça redevient une procédure postérieure classique. Et puis, soit on a différentes options, soit on fait un double mini-open et on met ses vis, on fait les réductions, tout ça. Soit on peut même travailler du côté controlatéral en percutané pur pour éviter de léser la musculature paravertébrale controlatéral. Voilà, c'est des exemples, ça c'est un vieux système de Spinart, mais il y en a déjà plein, dans le hall à côté, il y a plein de systèmes différents pour faire des réductions, pour réduire et obtenir un résultat satisfaisant. Donc en fait, les mini-invasifs, c'est pas un positionnement intellectuel, c'est juste un outil. Donc voilà, vous avez des éléments percutes si vous voulez, vous avez des écarteurs si vous voulez, et pour certains patients, on peut faire tout ce que vous voulez, mettre la vis avant la cage, mettre la cage avant la vis, faire du percute d'un côté, mini-open de l'autre, 2 mini-open, faire une voie de Wildsey, faire transmusculaire. C'est à vous de choisir parce que c'est juste une façon différente de faire la même chirurgie. Et c'est ça. Il y a quand même des preuves dans la littérature qui commencent à s'accumuler,
ça marche bien, je ne vais pas y revenir, mais il y a des inconvénients sur la chirurgie mini-invasive. D'abord parce que c'est une ergonomie extrêmement confortable parfois, hein, surtout dans les spondylolisthésis, même s'il y a parfois une bonne réduction, on se dit mais qu'est-ce qui m'a pris de travailler dans mon quadrant alors que j'aurais pu faire une bonne cicatrice de 20 cm avec la monopolaire et à fond, hein, et je serais bien tranquille et je serais déjà dans mon bureau. Deuxième chose, surtout si on décide de mettre des vis en percutané, vous avez tous mis des vis en percutané, vous faites des vertébraux de temps en temps, on a quand même des surprises, hein, ça c'est un cas personnel. Et puis je me rappelle d'un cas que les élèves de Richard, ou que Richard montrait souvent, hein, de 2 internes qui ont dû sortir à verre fluo d'une vertébroplastie, tellement ils avaient fait qui nous a montré ça X fois. Ça prend quand même on prend beaucoup de rayons quand on fait de la chirurgie mini-invasive. C'est quand même c'est invasif pour le chirurgien. Donc moi, j'ai la chance d'avoir eu très très tôt des outils qui permettent d'éviter de faire des rayons pour le chirurgien. Pour le malade, c'est pas qu'on s'en fout, mais c'est une fois dans sa vie, quoi. Tu vois, je veux dire, il ne fait pas de récidive. On a le moyen de calibrer le arm pour faire une petite irradiation. Ça, je suis amoureux de cet instrument-là, hein, qui est une Yamshidi naviguée et qui permet de mettre en place des vis sans faire aucun rayon et de faire des procédures percutanées complexes sans faire aucun rayon pour l'équipe. Et c'est surtout ça, parce que pour le malade, c'est pour lui. Ensuite, c'est sa zone de confort, hein, chacun fait ce qu'il veut. L'avantage aussi du arm dans un monde médico-légal croissant, c'est que on fait un contrôle péropératoire, vous le savez tous, hein, c'est au lieu de faire un scanner le lendemain et de remettre une vis un peu convergente, on la remet pendant l'intervention. Deuxième chose, ça a été étudié, il y a des très beaux papiers, c'est marrant, c'est pas assez publicisé. Pour la décompression, on peut vérifier en péropératoire, et il y a des Allemands et des Japonais qui ont fait des papiers assez marrants, entre 16 et 23% de deuxième temps, une fois qu'ils ont fait leur première acquisition de arm, parce qu'ils trouvent que leur décompression n'est pas suffisante. Voilà, donc ça peut être un intérêt. Donc voilà, après c'est une zone de confort, hein. Il y a des mecs qui font de la chirurgie de la déformation assez complexe en mini-invasif. Moi je ne sais pas si c'est vraiment pertinent de s'amuser à larder le patient de plein de keywires comme ça. Est-ce que c'est vraiment mini-invasif? Parce que c'est ça la discussion, c'est quoi être mini-invasif en fait? On ne sait pas. Hein. Une alif c'est mini-invasif, hein, pour les muscles du dos. Par contre c'est maxi-invasif si on se prend une vanille. Le mini-invasif c'est pas une technique, c'est un esprit. Donc ce n'est pas qu'une mode, c'est pas qu'une question d'esthétique. C'est vrai que c'est énervant de voir ces agrafes, mais c'est surtout, ces agrafes, elles témoignent qu'il y a quand même une grosse agression de la musculature paravertébrale. Si c'est pour une scoliose, ok. Si c'est pour un monoétage, c'est dommage. Et donc en fait, c'est ça, j'en viens, j'étais en train de vous le dire, la mini-invasive, c'est pas limité à un écarteur ou à une technologie, c'est une façon de penser. Et donc c'est pour ça que je reviens toujours à ce concept. Je disais tout à l'heure, pour moi, la chirurgie antérieure, c'est parfaitement mini-invasif. On n'a pas besoin de toucher au nerf, on travaille de façon indirecte sur la décompression, on n'agresse pas la musculature paravertébrale. Mais par contre, si on a un problème vasculaire, là, ça devient maxi-invasif. C'est une question de choix, c'est une question aussi d'équipement. Il faut avoir un vasculaire ou faut être capable de le faire soi-même. C'est pour ça que je ne reviens pas sur la bibliographie des voies d'abord, mais qui confirme ce que tu as montré, hein, que ça donne à la fois des bons effets au niveau des paramètres sagittaux, mais aussi, bien sûr, connectés avec les résultats. Mais jamais je dirais que je suis un sectataire de la chirurgie mini-invasive postérieure pure. Je m'adapte. Si j'ai un patient qui a une ischémique simple, je fais une voie antérieure. S'il y a besoin d'une voie combinée, comme tu as montré, eh bien on le fait. Et au franciscain, on ne fait pas que des TLIF mini-invasives. On s'adapte au patient et on n'adapte pas le patient à soi-même. Il est probable que dans quelques années, grâce au machine learning, c'est déjà le cas, hein, je sais pas, ça c'est gratuit, vous pouvez utiliser cette adresse-là, vous rentrez les items de votre patient et il vous sort un modèle prédictif grâce au deep learning sur le pronostic fonctionnel et même éventuellement des variations sur les complications. C'est peut-être ces éléments-là qui nous permettront de répondre à la problématique de tout ce que tu as souligné tout à l'heure sur la difficulté de faire des études de haut niveau en chirurgie dégénérative du rachis. Donc moi, c'est juste pour montrer d'un point de vue personnel, c'était pour te dire que en fait, j'ai détourné le topo. Voilà, si j'ai une ischémique, je fais une alif. Si c'est un spondylolisthésis de bas grade ou modéré, lambda, on va dire autre que L5-S1, j'aurais tendance à faire une mystylif parce que je trouve que c'est très agréable en L4-L5. Hein, la racine ne gêne pas, elle est bien sous le pédicule. En L5-S1, je fais plutôt combiné. Et puis après, quand c'est compliqué, très déplacé, je ferai plutôt soit open, soit combiné. Ça, c'est encore une fois, mon message à moi, c'est pas faites des mystylifs, c'est adaptez-vous au malade et pas adapter le malade à vous. Donc pour conceptualiser quand même une mystylif, certains ont déjà vu ça. Moi je pense qu'une mystylif c'est assez simple. Hein. Vous savez faire des hernies discales lombaires, vous avez qu'à les faire dans un tube. Donc déjà première étape, vous savez faire dans un tube. Vous savez faire des hernies discales lombaires dans un tube, faites une hernie discale extraforaminale. Ça vous donne l'anatomie d'un abord extraforaminal. Et au lieu de mettre votre tube à 2 cm de la ligne médiane, mettez-le à 4 cm et demi et vous serez parfait pour arriver sur la zone extraforaminale et parfait aussi pour mettre votre cage. Si une fois que vous avez fait ça, faites une TLIF open, comme ça vous allez savoir manipuler les instruments, et puis faites un peu de vertébraux ou de fractures pour vous acclimater à la visée percutanée. Si vous voulez faire une TLIF
mini-open d'un côté et de l'autre, ce qui fait qu'à la fin, vous aurez une équation et vous saurez faire une misty-leaf, parce que finalement, si vous savez faire plein de hernies discales en tube extraforaminal, plein de visées percutanées et plein de T-leaf open, bah, vous savez faire une T-leaf mini-invasive pour les jeunes. Merci Bertrand. Ça m'avait marqué tes radios de dessin interne. Oui, c'était une radio pour une métastase avec... Et en plus, on avait la technologie dont tu parlais, mais ils étaient tellement pressés, excités par la scopie en fait. Mais bon, bref. Et ils ont fait 900 coups de scopie et ils ont dépassé les 1000 secondes, enfin je sais pas... Ils sont sortis vert fluo, je confirme. Bon, j'ai pas... Pour moi, je fais un petit commentaire, puis après on ouvre la discussion. Pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas de compétition entre le Misty Leaf et les deux temps. Je trouve que, comme l'a dit Bertrand, les deux temps, antérieur-postérieur, est une chirurgie mini-invasive. On ne va pas parler de complications de plaies artérielles, mais la définition du mini-invasive, c'est réduire l'accès, réduire le trauma de l'accès, et l'abord antérieur plus percutané derrière est une chirurgie mini-invasive. Moi, depuis que je maîtrise les voies antérieures, ma façon de raisonner a complètement changé parce que je prends deux populations, ceux qui ont une petite incidence pelvienne et ceux qui ont une grande incidence pelvienne. Quand on fait des T-leaf, en gros, qui soient mini-invasifs ou open, dans une population de gens qui ont des spondylos avec une grande incidence pelvienne, on est souvent syphosant ou pas assez lordosant, hypolordosant, et on va finir par avoir une discopathie adjacente, et j'ai des exemples à l'appel. Donc on est un peu plus iatrogène que quand on fait deux temps, une voie antérieure, une voie postérieure. On a compris, grâce à nos maîtres, que la pathologie du spondylo, qui est une pathologie segmentaire, mais il faut raisonner sur le plan régional et lordoser, mais et distribuer la lordose de façon harmonieuse, c'est-à-dire se mettre la lordose entre L4 et S1. Et si on met tout ça dans la stratégie, dans la réflexion, je pense que personnellement, la balance penche plus pour la voie antérieure suivie d'une percute postérieure. Parce que si on fait une voie antérieure suivie d'une open postérieure, là, on est effectivement plus invasif qu'un Misty Leaf. En résumé, depuis que je maîtrise les voies antérieures, je pense que mes T-leaf sont réduits de 80% pratiquement. Postérieure, peut-être pas dans le même temps, mais ça se discute. Bon, on ouvre la discussion. Qui a des questions à poser? Juste une question pour vous. J'ai raté un truc. Vous le faites dans la foulée ou... Oui, les deux le même jour. Et toi? Moi, alors, là, à Paris, il faut quand même que je fasse un recrutement. C'est un peu jeune, mais à Toulouse, j'avais commencé par les séparer et maintenant, je les fais en partant de Toulouse, je les faisais le même jour, dans la même matinée. Alors, quand on fait une voie antérieure, on décomprime indirectement le foramen et le canal, mais on ne décomprime pas indirectement le résus latéral. Donc, quand en pré-op, j'ai un doute sur la pathogénicité du résus latéral, je ne fais pas dans le même temps la voie postérieure. J'attends quelques jours, je fais un scan, parce que souvent, quand le résus latéral est étroit, je combine la voie postérieure à une décompression tubulaire. Donc c'est pour ça que je ne fais pas dans le même temps les deux. Et puis, on perd de l'argent aussi. C'est des rares cas où, moi, ça m'est arrivé une fois. Les rares cas où on peut être amené à reporter le temps postérieur, c'est si jamais on a eu un souci vasculaire, une plaie suturée qui n'a pas trop saigné, mais peut-être qu'il est de bon ton de ne pas faire dans la foulée le décubitus ventral pour ne pas mettre en tension. Il vaut mieux attendre une semaine. C'est les rares cas. Moi, ça m'est arrivé une fois et j'avais renoncé. Je l'avais fait une semaine plus tard pour être sûr que tout se passe bien. On n'a pas beaucoup parlé de L4, L5, pas beaucoup d'olif. On n'a pas parlé de pré-psoatique, mais aussi c'est une option. Comme c'était l'Élise et que c'était quand même plus fréquent en L5, S1. Mais après, nous, L4, L5, on le fait aussi en voie antérieure pure. Mais L4, L5 en T-leaf, c'est pas mal parce que la racine. Enfin, bon, il y a quand même des modifications par rapport à un listhésie génératif, mais s'il bouge un peu, la racine, elle reste bien perpendiculaire à toi. De temps en temps, tu n'as même pas besoin de la voir. En fait, avec un crochet mousse. En L5, S1, c'est beaucoup plus difficile. C'est pour ça que moi, je fais comme toi. Plus de place. Si je regarde, j'avais fait une série au Cèdre et maintenant, je pense que je vais beaucoup switcher vers un abord comme vous.
parce que la racine, elle est très embêtante. Et puis en plus, elle est oblique. Elle sort de façon oblique et tu la vois dans ton. Et t'es vraiment embêté parce que t'es obligé. Là, on dit que c'est mini-invasif parce qu'on est, c'est moins. On est très embêté. Ouais, je veux qu'on réponde franchement. Qui dans la salle regarde l'incidence pelvienne quand il a un spondylo L5S1? Pas mal. Il y en a beaucoup qui ne regardent pas. Non, mais Il y en a beaucoup qui regardent. Donc ils arrivent avec une image régionale, segmentaire sur L5S1 et on part sur ceux qui sont fans du mini-invasif, du TILIF et ceux qui sont fans des deux temps, mais le rationnel n'est pas là. C'est où je veux aller. Une question, là le point aveugle de vos deux topos qui était excellent, c'est Merci. vous n'avez jamais parlé de grade, alors que moi, à chaque fois on me posait la question, les jeunes me posaient la question, mais alors Marc, est-ce qu'il faut réduire un grade de 4 ou un grade 3 en grade 1? Est-ce qu'il faut le mettre à 0? Comment est-ce que tu le règles ton grade? Et ce qui est marrant, c'est que vous n'en avez jamais parlé, donc peut-être on s'en fout. Mais Ouais. je vous pose la question pour que vous puissiez expliquer aux plus jeunes l'histoire des grades. Actuellement, dans la littérature, alors je t'ai pas détaillé, si ça intéresse certains, j'ai tous les PDF de ce que j'ai cité, mais dans les guidelines de la NAS, c'est insuffisance de réponse pour répondre est-ce qu'il faut réduire ou pas en fait. C'est d'ailleurs exactement pareil pour les spondylolisthesis dégénératifs. Et donc en fait, je crois que c'est des histoires d'école. Il y en a certains qui se réduisent très bien, déjà rien qu'à l'installation, tu nous l'as montré. Moi je te dis, grade, si, pour moi, grade, je me limite à ça pour faire le mini-invasif. Dès que ça commence à être des hauts grades, des choses compliquées, dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à ouvrir. Cela dit, chez les obèses, la chirurgie mini-invasive est une bonne option quand tu fais une chirurgie parapostérieure. Et surtout, encore une fois, moi, je ne sais pas vous, mais je suis à la recherche de l'écarteur idéal. Ça aura été la quête de ma vie. Des trucs plus enthousiasmants, mais moi, c'est l'écarteur. Il lui reste quelques années. Dulcinea, moi, c'est bon. Et bref, les écarteurs mini-invasifs, enfin, moi, c'est les écarteurs énormes, les orthostatiques qui ratent, ça me rend complètement dingue. Mais l'écarteur mini-invasif, hormis le fait d'être mini-invasif, il te met dans une super position pour arriver sur ta zone de travail et pour mettre tes implants de façon adaptée. Donc, quel que soit le grade de ton installation. Mais dans la littérature, ça passe pas. Moi, je dirais que le grade, déjà, je ne sais pas si je peux choisir de passer un grade 4 à 3 de 1. On va dire qu'on fait ce qu'on peut, et peut-être le maximum qu'on peut. Mais surtout, plus que le grade, c'est plus... alors, ce qu'on a regardé, c'est la kyphose, la lordose segmentaire, la lordose régionale, la kyphose lombosacrée. C'est ça qu'il faut corriger, quoi. C'est-à-dire et c'est là qu'on gagne en plus. Et après, finalement, automatiquement, si tu corriges ta kyphose lombosacrée, ta lordose, tu vas gagner des grades. Mais effectivement, je me suis jamais dit, ah cool, je suis passé d'un 3 à 1. Là, on a vu des images où c'est impressionnant, le malade de Thibaut. Mais en fait, plus que le grade, c'est la kyphose enfin l'ambulation. La translation, on n'a pas beaucoup de... Est-ce qu'il y a des fois où vous avez été obligé de faire eu une difficulté? Tu nous as montré de mettre ta cob, tu appelais ça une petite spatule. Moi, la cob, j'appelle ça une grosse rugine, mais ça, c'est parce que je suis un neurochirurgien. Mais est-ce qu'il y a des fois avec le pubis ou l'installation, vous avez été gêné quand même? Alors ça, c'est une très bonne question parce que longtemps, on se limitait à cause de ça parce qu'on faisait des grands formats, on voyait le pubis, on traçait une droite qui partait de L5S1 et qui allait vers le pubis et on se disait on passera jamais. Et en fait, on s'est rendu compte que quand tu mets le malade sur le dos, finalement, tu y arrives tout le temps. Et honnêtement, on n'a jamais pas réussi. Et la seule chose qui peut gêner, c'est que parfois la vertèbre est très glissée et qu'il faut faire une petite ostéotomie éventuellement du coin antérieur de L5 pour après attaquer bien droit ton espace L5. Quand tu vas dans un staff ou dans une réunion comme ça, il y a toujours un mec qui dit ah ouais, mais alors là, ça va pas passer. Mais plusieurs fois, on s'est dit, c'était même au début quand on se challengeait un peu là-dessus, il y en a qui te disaient tu veux pas y arriver. Tu vois, tu vas pas y arriver, tu vas te gêner. Et puis tu arrivais sur le truc et en fait, c'était pas gênant, quoi. Tu mettais toujours ton... Faut pas dire que ça passe toujours. Non, mais il y a des cas où ça passe pas. Typiquement, la patiente que j'ai montrée entre la différence installée et pas installée, honnêtement, au staff, on nous avait dit, Guigui, il m'avait dit, vous allez pas y arriver. Et en fait, installé, c'était pas du tout... voilà, et tu disais, c'est... Pas de provocation. Voilà. C'était à l'hôpital, par contre. Bien, voilà... Et les cages, elles dépassent souvent parce qu'en effet, on ne réduit pas complètement un grade 0, grade 1. Donc la vertèbre est toujours translatée. Donc la cage, on a l'impression qu'elle dépasse. Elle dépasse souvent en arrière du corps de L5. C'est pas très grave. Il ne faut pas qu'elle dépasse le sacrum. Mais il faut mettre des cages courtes
Hein, c'est les plus petites qu'on met. Il faut faire gaffe à ça, il ne faut pas mettre des cages. Et si on ne peut pas mettre des LED de fixation de vis, c'est pas grave, on met les vis derrière après. Eh bien, merci Bertrand et Baptiste, merci Monsieur Assaker.